Pour qu'une idée soit analysable, critiquable et pensable, on doit être capable d'imaginer son contraire. Il y a un million d'écueils quand on se retourne vers les populations autochtones comme des modèles ou comme des sources d'inspiration. Quel que soit ce qui nous attend dans les années qui viennent, au pire ça sert à rien, mais ça peut pas faire de mal d'étendre les réseaux de solidarité. Bonjour Alessandro Pignocchi. Bonjour. Merci beaucoup de prendre ce temps pour cette interview à l'Académie du Climat. Tu es auteur, dessinateur, aussi ancien chercheur en sciences cognitives. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par cette interview par un rapport de l'ONU qui dit que les territoires autochtones abritent plus de 80% de la biodiversité restante sur Terre, alors qu'ils ne représentent seulement 20% des terres émergées. Ce chiffre, moi, il m'a interpellé, et c'est pour ça que je voulais commencer cette interview par ça, parce qu'il suggère un peu que la biodiversité, sa préservation ne passe pas forcément par les technologies, par l'innovation, etc., mais aussi par une autre vision du monde. Toi, ce rapport qu'on a à la nature, comment tu le questionnes, et surtout, c'est quoi notre rapport occidental à la nature? Je vais peut-être répondre en racontant mon histoire personnelle très rapidement. C'est que moi, j'étais ornithologue tout petit, passionné donc de ce que j'appelais la nature. Et du coup, quand tu es pris dans la matrice occidentale, que tu n'as pas les moyens intellectuels de prendre de la distance et de la questionner, l'horizon politique écologiste qui te semble le plus radical, c'est la protection. La protection via le parc national. Et c'est sans doute une relecture a posteriori, mais maintenant je me dis que même petit, même adolescent, j'avais une petite insatisfaction avec ce concept-là. Que te dire, le but ultime, le truc le plus radical, c'est de créer des parcs nationaux, il y a quelque chose qui déconne là-dedans. Et en fait, c'est quand tu découvres le travail des anthropologues, moi ça a été par Philippe Descola, mais ça aurait pu être d'autres, qui t'expliquent qu'effectivement la distinction sur laquelle se base l'ensemble de notre rapport au monde entre la culture, la société, qui est une affaire purement humaine, et les êtres de la nature qui sont renvoyés dans une sphère autonome que soit on protège, soit on exploite, soit éventuellement on contemple, mais en tout cas qu'on met à distance et qu'on utilise, et que cette façon d'organiser le monde est une exception occidentale et que la très grande majorité des autres populations font l'économie de cette distinction. Ça ouvre des perspectives politiques autrement plus enthousiasmantes et radicales et grandioses que la protection. C'est le vivre avec, c'est-à-dire des institutions où l'ensemble des activités humaines, et en particulier les activités productives, sont dès la base pensées en bonne entente et en tenant compte des intérêts des autres vivants, des vivants non humains, et c'est ce que font relativement spontanément un certain nombre de populations autochtones, d'où les chiffres que tu donnes. Et c'est du coup, il ne s'agit évidemment pas de se dire qu'on va les copier, ça n'aurait pas de sens, mais par contre, ça en tout cas, ça donne de façon très abstraite un horizon politique qui est potentiellement beaucoup plus fédérateur parce que beaucoup plus enthousiasmant que d'imaginer la mise sous cloche et la protection. On s'est rendu compte un peu dernièrement qu'il y avait un engouement pour les savoirs autochtones, mais souvent dans un cadre utilitariste. Est-ce que ce n'est pas aussi instrumentalisé plutôt que vraiment de les comprendre? Bien sûr, mais de toute façon, il y a un million d'écueils quand on se retourne vers les populations autochtones comme des modèles ou comme des sources d'inspiration. Évidemment, on projette nos fantasmes et il y a énormément de pièges intellectuels. L'expression de l'anthropologue Viveros de Castro est assez jolie. Il dit que l'anthropologie produit des outils de dérangement intellectuel. Il ne s'agit pas de choper des modèles, mais des exercices de pensée, des expériences qui nous font prendre conscience de la relativité des normes et des grandes structures qui organisent notre vivre ensemble. Parce que si on n'a pas ces contre-modèles, on ne peut même pas les penser. Pour qu'une idée soit analysable, critiquable et pensable, on doit être capable d'imaginer son contraire. Sinon, elle est juste évidente. Elle va de soi. Comme pour moi, quand j'étais plus jeune, la distinction entre nature et culture et la protection de la nature allait de soi. Elles n'étaient pas questionnables parce que je n'avais pas eu d'exemple ou de récit de choses autres qui permettent la mise à distance critique. Quels sont les retours que vous avez le plus de la part de vos lecteurs et lectrices après la lecture de vos ouvrages? Le vertige des gens comme moi qui écrivent des textes ou des BD, c'est qu'on a quand même l'impression qu'on reste dans le registre du discours et que malheureusement le discours et la réalité ont toujours été séparés, mais que là vraiment ils partent dans deux directions opposées. Quand je tiens ce genre de propos là dans des conférences, on se sent ridicule et dérisoire. On dit on va reconstruire une force matérielle territorialisée quand, vu l'ampleur des forces contraires, l'ampleur de ce qui est en train de nous arriver dessus, on se sent vraiment anecdotique. Alors après, la façon dont j'essaye de feinter un peu cette sensation d'être vraiment
vraiment ridicule consiste à dire que l'hypothèse que je défends dans mon dernier livre, je ne suis pas du tout seul à la défendre, mais cette idée de reconstruire des formes d'autonomie matérielle et politique territorialisées, de toute façon, ça ne peut pas être une mauvaise idée. Quoi qu'il nous arrive dessus, qu'on se prépare à une aggravation de la crise écologique, à l'installation d'un fascisme mondialisé, plus probablement un mélange des deux, ou éventuellement, va savoir, la prise de pouvoir d'un gouvernement qui ne nous soit pas trop hostile, quel que soit ce qui nous attend dans les années qui viennent, au pire, ça ne sert à rien. Mais ça ne peut pas faire de mal d'étendre les réseaux de solidarité, d'essayer de faire le lien entre les luttes paysannes, les luttes syndicales, les militants urbains, l'ensemble des luttes territoriales et étendre les réseaux territorialisés et tenter de solidifier un tout petit peu, même à un niveau psychologique, avoir quelques bases matérielles, à minima pour se nourrir, être capable de se nourrir quelques semaines en dehors du marché, ça donne de la puissance politique, ça donne du courage, et quoi qu'il nous arrive, ça ne peut pas faire de mal. Dans vos récits, les personnages occidentaux, je trouve qu'ils sont souvent un peu perdus, des fois, un peu ridicules. Est-ce que c'est aussi ça, des fois, accepter collectivement de perdre nos repères pour avancer et mieux comprendre ? En tout cas, c'est un écho à la façon dont j'ai été perdu et ridicule en arrivant chez les Atuarmont. Notamment, alors évidemment les hommes politiques que je mets en scène, mais mon anthropologue Givaro, qui va étudier le café de la gare à Bois-le-Roi, commet les mêmes erreurs que tout anthropologue qui va sur son premier terrain, et moi inclus, commettent en arrivant. C'est-à-dire qu'on est très enthousiaste, on a lu plein de monographies sur le terrain où on se rend, et on espère observer de ça tout de suite en arrivant. Et lui, elle va au café de la gare, donc d'un petit village de Seine-et-Marne à Bois-le-Roi, et il espère que les piliers de comptoir vont lui parler de la cosmologie occidentale, de la distinction entre nature et culture, de la prépondérance de la technologie dans notre rapport au monde. Et évidemment, la cosmologie d'un peuple n'est pas un sujet de conversation au café de la gare, mais le côté effectivement un petit peu désorienté et perdu de mes personnages fait écho à ce que ressent tout anthropologue qui arrive sur le terrain. Je finirai cette interview par vous poser une question sur le travail que vous faites pour votre imagination. Je parlais de ça avec Cyril Dion, sur l'imagination comme levier d'action et pour transformer écologiquement notre société. Comment vous la nourrissez, votre imagination ? Un temps, en tout cas, en allant chercher dans les monographies ethnographiques ces fameux outils de dérangement intellectuel. Mais mes BD, au début, étaient nourris par ce choc qu'on ressent à intervalles réguliers en lisant des récits d'ethnographes ou d'historiens, d'ailleurs, où on se rend compte que les humains peuvent s'organiser de telle manière, peuvent adhérer à telle forme de rituel, peuvent adhérer à telle vision du monde, peuvent organiser ontologiquement le monde qui les entoure de telle et telle manière, si différente de celle auquel on est habitué, que forcément ça stimule l'imagination. C'est le geste de l'anthropologie, quand elle fait bien son travail, c'est le même que celui de l'histoire, c'est de donner la sensation de la relativité de nos structures. C'était pas de les faire comprendre intellectuellement, mais vraiment qu'on ressente dans sa chair que effectivement notre manière d'organiser le monde est toute relative, et nos valeurs, parce que sinon, si on n'a pas cette sensation-là, on n'a pas d'objet de pensée. Merci beaucoup, Alessandro Pinocchi.